RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices en ce mardi 11 janvier dans votre émission du 13h. J'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Les Masques Tombent. Alors comme toujours, si vous souhaitez réécouter l'émission, n'hésitez pas à aller voir les rediffusions sur YouTube et bien sûr en podcast sur le site internet RCN. Et aujourd'hui, je reçois Madame Sutter-Hulot de l'association ARS, porteuse de l'initiative La Boîte à Cuisine. Bonjour Madame Sutter-Hulot, comment allez-vous ? Bonjour Madame Leroy, ça va très bien. Mes meilleurs vœux à tous les auditeurs de Radio Caraïbes. Meilleure vous à vous aussi, bienvenue. Merci. En tout cas. Alors avant de parler de votre initiative de boîte à cuisine, parlons un petit peu de l'association en elle-même ARS, qui est une association d'accueil et de réinsertion sociale, donc qui œuvre au bien-être social. Comment vous pourriez nous la décrire aussi en quelques mots ? Alors l'association Accueil et Réinsertion Sociale existe depuis 1981. C'est une des plus grosses associations qui s'occupe de toute la partie sociale et qui est là pour améliorer les conditions d'existence des personnes qui sont confrontées à des difficultés temporaires ou durables. Donc elle a plein de missions différentes. Elle s'occupe de plus de 3500 personnes par an qu'elle accueille. Elle héberge environ 1560 personnes, 300 salariés. Et puis, il y a aussi des appartements et des chambres qui sont mobilisés pour différentes missions, pour l'asile notamment. Voilà. Donc, vous venez de le dire, c'est une des plus grosses associations en termes de liens de réinsertion sociale. Oui. Comment on fait pour la rejoindre alors ? Alors, pour la rejoindre, au niveau de bénévoles, là, il faut appeler le siège, boulevard Jean Jaurès. C'est beaucoup des salariés qui encadrent quand même les missions. Voilà. Dans ce cas-là, dans ce projet-là, pour l'instant, on ne demande pas de bénévoles, puisque c'est quand même c'est une structure qu'on va démarrer, qui est un peu délicate à démarrer, à créer des groupes, parce que c'est des groupes totalement cosmopolites, on va en parler. Donc l'association au niveau bénévolat, sincèrement, comme je suis chef de projet un peu externe, je ne m'y connais pas trop, je suis franche. Mais par contre, il faut joindre le boulevard Jean Jaurès, le siège. Et depuis sa création, donc en 81, vous qui êtes, on en parlera après, porteuse de l'initiative Boîte à Cuisine, combien il y a de personnes environ dans l'association et est-ce que ça vient au niveau des adhérents, comment ça se passe ? Alors, c'est des personnes qu'on recueille au niveau de l'association à partir du moment où après ils sont totalement autonomes, ils n'ont plus besoin de l'association. Ce n'est pas fait pour forcément rester dans l'ARS. Puisque c'est des foyers d'accueil aussi, parfois pour des familles, des mères de famille qui sont fragilisées dans certaines situations de violence conjugale. Ça peut être des demandeurs d'asile qui sont accompagnés, c'est des missions aussi. Il y a des foyers d'hébergement pour des personnes qui étaient dans la rue et qui ont besoin aussi, qui sont vieillissantes, qui ont besoin d'un accompagnement jusqu'à la fin de leur vie. Donc, vraiment, la mission de l'ARS est vaste. Le territoire aussi, parce que c'est la métropole au départ. Ils s'occupent aussi du 115. Mais par contre, par la suite, ils sont aussi étendus sur tout le sud du territoire de la Lorraine. Donc il y a vraiment des points, ils vont loin. Et la particularité de l'association, c'est qu'elle est toujours en mouvance en fonction des besoins sur le territoire. Et dans ce projet-là, de l'alimentation et de la pauvreté, elle était déjà très sensible aux besoins de développer un nouveau projet sur ce cas. Alors les adhérents, ils peuvent être ça peut être une situation qui est durable ou temporaire dans ce cas-là. Oui, souvent c'est vraiment des services sociaux, avec des travailleurs sociaux qui encadrent toutes ces missions que moi je ne connais pas, je le dis franchement. Voilà, parce qu'autant je suis très sensible à la solidarité dans ce projet, autant mon statut est un peu particulier parce que je suis chef de projet mais autonome. Et c'est vraiment une mission qui me tenait à cœur et c'est un partenariat puisque c'est l'association qui a décidé de développer le projet que j'avais envie de faire. Et j'ai eu cette chance-là de pouvoir le développer grâce à eux.
Alors, on parlera dans quelques instants, encore une fois, de Oui. votre initiative. Vous le dites, vous êtes un petit peu, pas à part, mais vous avez choisi cette association pour développer ce projet. Et est-ce que vous étiez renseigné aussi sur les actions, quelles sont un peu les grandes actions qui ont mené au final cette association? Mais l'association, moi, ce qui me plaisait, c'est déjà écrit dans leur statut, c'est-à-dire qu'ils sont là pour améliorer les conditions des personnes fragiles à des moments temporaires ou durables. Et moi, c'est exactement, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a déclenché l'envie de les rejoindre. Et pendant quelques mois, suite à un parcours un peu particulier, c'est une reconversion professionnelle que j'ai faite. J'avais une idée de faire un atelier cuisine depuis longtemps, depuis des années, mais un atelier cuisine pour des personnes qui ont faim, clairement, ou qui sont dans la solitude. Mais un atelier cuisine pas temporaire, durable dans le temps, surtout pour créer du lien. Et entre une idée et de vouloir le développer, de le rendre pérenne et de trouver des financements, le chemin est long. Donc je voulais pas plaquer une idée toute faite sur un atelier avec mes convictions. Parce que je considère que tout le monde peut venir et avoir d'autres idées et enrichir un projet. Donc je suis partie à l'université de Mulhouse. J'ai fait un parcours, j'ai pu faire une dernière année, un Master 2. Pourquoi ? Parce que c'était pour développer un projet en économie sociale et solidaire, cette filière-là. Et c'était surtout la particularité que pendant 8 mois, je pouvais faire un stage et expérimenter ce que j'avais envie de faire et le modifier si ça n'allait pas. Et le département de Meurthe-et-Moselle m'a accueilli comme stagiaire pendant 8 mois et on a pu le développer pendant 3 mois dans une maison des solidarités, rue des 4 Églises à Nancy, qui m'a accueilli. Et pendant 3 mois, j'ai conduit des ateliers, d'abord avec une page blanche, une idée bien définie. Et ce qui était super, c'est que les participants qui venaient, qui étaient du quartier du centre-ville de Nancy, qui étaient dirigés par les travailleurs sociaux qui en ont fait la promotion, m'ont tous dit que, en fin de compte, le fait de participer au déroulement et de donner son avis leur avait convaincu que c'était un atelier plus attractif. Voilà. C'est participatif. Alors au niveau local, à Nancy, on retrouve quand même un pourcentage, 20,7% des Nancéens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ouais. Comment vous pensez aussi que au sein de l'association et vous, avec votre initiative, vous pouvez apporter des solutions, un peu du réconfort dans ce sens aussi? Alors on a vraiment basé le projet dès le départ sur ces chiffres, de toute manière, qui étaient avant, qui datent de 2018. Donc je peux vous laisser imaginer, au centre-ville, avant la crise Covid, avant les problèmes sanitaires, c'était 1 personne sur 5. On n'a pas les chiffres, mais je pense qu'actuellement, c'est 1 personne sur 4 au centre-ville de Nancy, ce que beaucoup de gens ne savent pas. On pense toujours que c'est dans certains quartiers sensibles, forcément, oui, mais le centre-ville est touché aussi, et d'ailleurs dans la métropole, il y a plein de personnes qui ont faim et qui sont dans la solitude. Donc dès le départ, on voulait faire quelque chose de concret et pas uniquement récréatif. C'est pour ça que plus tard, on va en parler. Le système même du fonctionnement qu'on a conçu, c'est aussi pour soulager les gens qui ont faim. Et est-ce que vous pensez que ce seuil de pauvreté, il s'accroît justement, comme vous venez de le dire, et il s'accroît vraiment? Oui, il flambe, je pense que clairement. Et depuis quelques mois que je prends contact, notamment l'Université de Lorraine me fait part vraiment du désarroi des étudiants. Je rencontre des personnes âgées qu'on n'entend pas, qui sont souvent seules et qui sont silencieuses et qui vivent aussi leur faim silencieusement. Ceux-là ne seront pas dans la rue. Et puis de toute manière, la misère ne se voit pas forcément sur un visage. Donc on n'a pas voulu mettre de seuil, de revenu, ni de demander quoi que ce soit à la personne qui va s'inscrire dans l'atelier cuisine. Donc déjà, on ne veut pas estampiller ni savoir. Et ce qu'on retrouvera aussi dans votre atelier cuisine, vous en avez un peu parlé, c'est ce besoin de lien social qu'on a besoin un peu de recréer. Comment pouvez-vous nous expliquer que c'est un lien aussi qui est fondamental, qu'on va retrouver dans la cuisine? Je pense que c'est le premier lien. C'est le premier lien, c'est ce qui m'a surpris lors de l'expérience que j'avais faite. C'est que quand je demandais aux personnes pourquoi elles étaient là, c'était pas parce que j'ai faim. Forcément, aussi. Pour certains, mais pas pour tous, la première chose qu'on me répondait toujours, j'ai besoin de rencontrer des gens. Je suis seule. Et j'ai eu des témoignages quand on se met à table. J'ai eu une personne en face qui m'a dit, cela fait 15 ans que j'ai pas mangé avec un adulte. Pour nous, ça paraît banal.
pour certaines personnes. Pour d'autres, non. Juste s'asseoir à table. Faire société ensemble, se retrouver ensemble et manger, partager un repas. Alors, je ne dis pas que ça va être facile avec ce qui se passe actuellement. Mais bon, on va s'adapter. Et l'ARS aussi gère sur l'ensemble du territoire. Vous parliez du sud de la Meurthe-et-Moselle. On retrouve de nombreux services, des établissements intégrés au secteur de l'accueil, de l'hébergement, de l'insertion des personnes en difficulté sociale. Est-ce que vous savez un petit peu ces nombreux services qui sont avec l'ARS aussi ? Non. Sincèrement, ça fait plusieurs mois que j'étais vraiment consacrée dans mon projet. Et c'est tellement vaste que je ne voulais pas mélanger. Voilà, je suis restée un petit peu dans mon couloir. L'alimentation, ça je le sais. Le reste, je veux dire, les missions sociales, moi, c'est pas mon métier. Le cœur de métier, je suis une ancienne restauratrice, une ancienne pâtissière, et donc je maîtrise l'alimentation, je pense. Et j'ai pu faire un mix entre le professionnel et le domestique, mais c'est des métiers particuliers qui demandent une formation particulière. Moi, je ne peux pas parler en leur nom, en tout cas. Et juste après, on parlera enfin de la boîte à cuisine. Vous avez aussi des partenariats, comme par exemple la banque alimentaire aussi. Oui, alors on a eu la chance, vraiment la chance, d'avoir été dans le projet alimentaire territorial du département de Meurthe-et-Moselle. Et on a intégré cet endroit-là que j'avais connu quand j'étais stagiaire au département, lors d'un appel à projet de France Relance, donc de l'État. Et on a déposé notre dossier qui était prêt avec l'ARS et on a été retenu pour être financé parmi 9 projets pour le département. Donc ce projet a vu le jour grâce à ce financement qui est assez important pour l'instant et qui a la particularité qu'il faut qu'on soit autonome en 2023. Voilà. Donc ça nous laisse le temps, pendant toute cette année qui a débuté, de prouver l'existence de ce lieu, que ce soit vraiment quelque chose d'important pour l'agglomération. La boîte à cuisine, on l'espère en tout cas. Et puis qu'ensuite, ces financements-là nous permettent d'avoir pris les travaux qu'on a entamés, en partie seulement, et puis les salaires aussi en partie. Voilà, c'est pris en charge. Ensuite, il y a des partenaires qui sont venus se greffer dessus. Bien sûr, la banque alimentaire qui nous fournira les fruits et légumes, on en parlera plus tard. Il y a la fondation EDF qui a tout de suite répondu présente pour ce projet sur la métropole. Et puis nous sommes en lien avec d'autres, mais c'est en cours pour l'instant, d'autres dossiers. Et on a donc la pâtisserie Hulot, restaurant Hulot, plus la boucherie Édouard et Little Italy qui sont partenaires en tant qu'artisans, commerçants indépendants. Voilà, qu'on a inclus, et ça c'est plus tard, on aura d'autres projets avec eux. Alors on parle aujourd'hui de l'association ARS avec Nadia Suter-Hulot et on parlera juste après de l'initiative Boîte à cuisine et c'est après Étienne Dao sur RCN. Je suis aujourd'hui avec Nadia Suter-Hulot, chef de projet à l'initiative de la boîte à cuisine au sein de l'association ARS. Et justement, la boîte à cuisine, venons-en, c'est un espace de cuisine permanent, gratuit et ouvert sur inscription, donc aux personnes seules ou en situation précaire. Alors, comment vous avez nourri cette idée et comment ce projet s'est-il développé ? Il s'est développé donc entre une idée, c'était une rencontre que j'avais faite dans ma vie privée. Pendant plusieurs années, j'ai suivi une personne âgée qui était dans la précarité alimentaire et j'ai vu en fin de compte ce que ça déclenche, des réactions en chaîne dans une vie, comme c'est compliqué d'avoir faim. Et puis moi, clairement, je suis une gourmande parce que je suis dedans depuis mes 16 ans, donc ça commence à chiffrer un peu. Et moi, avoir faim, c'est quelque chose d'inconcevable. Donc je voulais faire un projet, une action claire, concrète et qui a un impact dans le quotidien des personnes. Voilà. Et pourquoi être passé alors par une association pour développer votre projet ? Je suis passée par une association parce que déjà, il fallait avoir les reins solides. Je ne voulais pas faire un atelier cuisine qui ne soit pas pérenne. Et ça, c'était vraiment, en plus, une volonté de l'ARS qui avait envie de le monter aussi, mais qui n'avait pas la bonne personne en face. Donc, c'est une conjonction d'événements qui fait que la rencontre, c'était le bon moment qu'il fallait développer ça. L'ARS voulait le faire depuis vraiment plusieurs années. De travailler sur cette thématique, puisqu'ils sentaient bien qu'il y avait un chaînon manquant entre parfois des dons alimentaires qu'on reçoit,
et qui sont pas adaptés à sa culture et qu'on sait pas transformer tout simplement. Et de l'autre côté, la cuisine, comment on l'aborde, comment on peut modifier aussi la manière de cuisiner, et pas forcément modifier, mais comment on peut faire un lien social à travers la cuisine. Alors c'est un gros projet puisqu'on retrouve ce que vous avez bâti en plusieurs années. Il y a combien d'environ de plats? Comment ça se passe l'organisation en fait de ce projet? Alors notre ambition pour l'instant, c'est petite voilure, je le dis, parce que moi je fais par étape, on veut atteindre l'objectif de 5000 repas complets par an qui vont être cuisinés par les participants. Donc pour l'instant, on ouvre 4 jours. Du mardi au vendredi, puisqu'on a eu le budget pour ça. Ça paraît 5000 repas complets, ça paraît peut-être beaucoup, mais en fin de compte, on a des groupes uniquement de 10 personnes. C'est volontaire. Au-delà, on ne peut pas, parce que de toute manière, après, il n'y aurait pas une bonne ambiance. 10 personnes qui viennent cuisiner chaque jour, qui sont forcément des groupes différents, parce qu'on ne peut venir que 2 fois par mois pour laisser le plus de place, à plus de foyers possible. Donc ça représente à peu près 80 foyers qui vont être concernés par ce projet. Et j'ai perdu le fil. Donc c'est volontairement, les 10 personnes vont cuisiner pour 40 à 50 personnes. Pourquoi? On va faire déjà le repas, si on peut le partager avec les distances et tout dans le lieu, on le fera. Le repas partagé est inclus. Et ensuite, ils peuvent emmener le soir, le repas du soir, pour le partager avec leurs enfants ou leurs voisins, parce que parfois ils connaissent une personne qui est dans le même cas, qui ne peut pas se déplacer, qui ne peut pas manger à sa faim. Donc on laisse cette autonomie d'emmener des repas à la maison. Et à la fin du cours, on laisse aussi l'opportunité, la banque alimentaire, de donner à peu près 3 kilos de fruits et légumes frais. Principalement, ce n'est pas une distribution, c'est des produits où on a appris à cuisiner. Et moi, ce que je ne voulais pas, c'est qu'on sorte d'un atelier avec une frustration. C'est-à-dire, j'ai appris quelque chose, c'est super, mais en fin de compte, je ne peux pas le faire à la maison parce que je n'ai pas l'argent. Donc, on peut l'emmener. Et pour ne pas créer une frustration après l'atelier et du plaisir encore. Et puis, on n'est pas obligé de faire la recette qu'on a appris. On peut faire sa propre recette aussi, il n'y a pas de raison, avec les produits qu'on donne. Alors vous avez écrit justement au sujet de cette initiative, la nécessité de travailler sur des périodes régulières et longues avec les participants est indispensable aussi pour augmenter l'estime de soi, qui est largement entamée par la précarité alimentaire et sociale. On en revient encore au même point. Est-ce que vous pensez que la précarité alimentaire, c'est encore une notion qui est assez peu traitée? Oui, moi je pense qu'elle est même oubliée, clairement. Parce que quand on vient déjà dans un atelier cuisine, on n'a pas l'impression qu'on travaille sur soi. Et c'est une vérité parce qu'on l'a voulu vraiment récréatif, pas du tout. Faut pas manger ci, faut pas manger ça. La notion de nutrition, on ne va pas l'aborder sauf si on nous le demande, parce qu'il y a beaucoup de pathologies rencontrées. Mais on n'est pas là pour faire de la diététique, des cours de diététique. On est là pour un moment de plaisir. Et de toute manière, comme on travaille surtout avec des fruits et légumes frais, on est dans quelque chose d'équilibré. Parce que c'est carrément vraiment notre base à 75%. Donc on est dans ce cas de figure. Mais la précarité alimentaire et surtout ce que ça provoque, moi je l'ai vu, déjà la difficulté de cuisiner quand on a peu. Moi j'ai essayé, puisque je me suis retrouvée dans cette situation, avec les produits qui n'étaient pas forcément abordables. J'ai regardé, vous pouvez pas ajouter certaines épices, vous pouvez pas ajouter certains produits que vous n'avez pas. Pour arriver à faire un plat qui a vraiment du goût, il faut avoir de l'imagination. Et c'est un tour de force. Donc voilà, donc déjà ça. Et puis moi, au bout de 2 ou 3 ateliers, j'ai surtout vu ce que ça modifiait au niveau du comportement des personnes. C'est incroyable, c'est-à-dire que le simple fait de rire ensemble, d'être en binôme, de rencontrer quelqu'un de différent, ça nourrit, mais ça nourrit dans tous les sens du terme. À la limite, on peut se détacher du produit, ne pas l'avoir éventuellement, le corps est en manque, mais par contre le lien social, c'est beaucoup plus important, je pense. Donc vous avez remarqué une réelle évolution au fil des ateliers cuisine. Et très rapidement. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment l'outil idéal, notamment avec les familles, c'est-à-dire souvent les parents avec enfants. Les choses ont changé à partir du moment où certaines personnes venaient à l'atelier et montraient qu'ils savaient cuisiner à leurs enfants.
ce qui n'était pas forcément le cas. Il y en a qui savent très très bien cuisiner aussi. Je ne veux pas du tout froisser les mamans et papas qui savent très bien cuisiner. Mais ceux qui ne savaient pas, ils n'avaient pas une estime d'eux-mêmes forcément élevée. Et les repas se faisaient scinder dans la famille. Alors qu'avec l'atelier cuisine, ils venaient goûter. J'aime pas, mais ils découvraient des goûts nouveaux et ça devenait un jeu. Et puis, à chaque fois, le dessert était ramené à la maison. Donc, c'était une joie aussi. Une découverte. Et j'ai eu notamment, parce que ça, c'est pendant les vacances scolaires, on fait des ateliers avec enfants, avec adolescents. Et beaucoup de remarques d'adolescents qui sont arrivés, qui traînaient les pieds, qui n'avaient pas envie de cuisiner avec leur mère, franchement. Qu'est-ce que c'est ça comme activité? Et qui, au bout de la 2e, 3e fois, on redemandait. Donc ça modifie les choses, c'est clair. Restez avec nous sur RCN, on parle de l'initiative Boîte à cuisine avec Nadia Suterullo, chef de projet dans l'association ARS, et on écoute maintenant Always Alright de Alabama Shakes. Et je suis toujours avec Nadia Suterullo, chef de projet à l'initiative La Boîte à cuisine au sein de l'association ARS. Alors il nous reste une petite minute, question importante, comment on fait tout simplement pour s'inscrire et rejoindre la Boîte à cuisine? Alors l'inscription est très simple, vous m'appelez, parce qu'on attend la ligne téléphonique qui ne va pas tarder. Donc vous m'appelez au 06 72 53 25 02. Et moi, je discute 5-10 minutes avec vous pour être sûr qu'on ne se trompe pas d'endroit, qu'on n'attend pas certaines choses qu'on ne va pas pouvoir répondre. Et puis ensuite, j'inscris la personne. Et une fois qu'elle vient à l'atelier, chaque fois que le groupe s'en va, il me dit s'il revient dans 15 jours ou pas, puisque comme c'est 2 fois par mois maximum. Voilà. Donc après, ça se fait très simplement. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, d'être venu aujourd'hui dans les Masques tombent. Je rappelle une dernière fois que vous êtes chef de projet, Madame Suterullo, à l'initiative de la Boîte à cuisine au sein de l'association ARS. Alors, un grand merci aussi à Cyril à la technique. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. Prenez soin de vous. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org